Mesdames et messieurs, bonsoir. Et merci de votre présence et à l'Assemblée qui se trouve dans la salle en mode présentiel. Bienvenue à la semaine bruxelloise d'action contre la haine et l'islamophobie. Cette semaine s'inscrit dans une campagne beaucoup plus large qui s'appelle Islamophobia 21, qui est au niveau européen. Et nous, en Belgique, eh bien, le CCIB prend cette campagne islamophobie bien au travers de la semaine bruxelloise d'action contre la haine et l'islamophobie, dont le thème cette année est sous le signe de la presse et des médias. Nous avons voulu rencontrer des acteurs importants de notre démocratie, qui sont les journalistes, puisque nous sommes très attachés à la liberté d'expression, à la liberté de presse, et c'est quand même un facteur important aussi dans la lutte contre les discriminations et le racisme. Cette semaine s'articule au travers de 5 conférences-débats dans 5 lieux différents, au siège central du collectif contre l'islamophobie à Schuman. On ira lundi à l'Union progressiste juive de Belgique qui se situe à Saint-Gilles. Ensuite, on ira à Molenbeek à la Play for Peace House et mercredi, on ira à Saint-Josse au MRAX. Donc, nous avons voulu rencontrer ces acteurs que sont les journalistes, mais pas seulement les journalistes de façon absolue, mais de façon très rapprochée dans leur travail pour comprendre un peu ce qu'ils font quand ils doivent créer un récit journalistique sur base de quelle information ils le construisent, ils contactent quelle personne ressource, comment est-ce qu'ils titrent, comment est-ce qu'ils créent les images, etc. Donc au travers de ces cinq conférences, on va rencontrer des formateurs au journalisme, on va rencontrer des chercheurs qui analysent le fait journalistique, on va rencontrer des journalistes professionnels de médias mainstream et on va aussi rencontrer des journalistes des médias alternatifs. Voilà, donc aujourd'hui c'est la première conférence débat qui va s'articuler sur différents points et j'invite ma collègue Laïla qui est responsable de la première ligne au CCIB qui va modérer cette conférence d'aujourd'hui. Laïla. Merci Mustapha. C'est pour moi un honneur de pouvoir ce soir modérer cette première conférence de la semaine d'action contre la haine et l'islamophobie, intitulée « Appréhender les discours de haine, la presse et la diversité ». Seulement, avant de commencer cette conférence, j'aimerais avant toute chose vous souhaiter la bienvenue dans le locaux du CCIB, bienvenue à nos invités en présentiel et merci pour votre participation. Merci également au public qui aurait voulu être parmi nous ce soir, mais qui n'a pas pu en raison de mesures Covid. Nous étions assez limités. Et sans plus tarder, je vais introduire cette conférence qui va se dérouler en 3 temps. Dans un premier temps, nous allons donner la parole à nos invités. Ensuite, nous allons avoir une partie questions-réponses et une conclusion. La première partie va être introduite par M. Ajib El-Hajaji. Il aura pour mission de nous éclairer et de s'assurer que nous parlons bien de la même chose, donc de nous donner une définition de l'islamophobie. Qu'est-ce que le CCIB entend par l'islamophobie? Quelles sont les dimensions de cette forme spécifique de racisme? Ensuite, dans un second temps, nous aurons Madame Nathalie Denis de chez Ounia qui nous parlera des discours de haine. Et enfin, on aura Madame Amel El-Gharbi qui nous présentera un outil pratique pour plus de visibilité des personnes issues de la diversité qui sont souvent, elles, cibles de discours de haine. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Monsieur Ajib El-Hajaji, mais avant ça, je vais le présenter. Donc, Ajib El-Hajaji est ingénieur de formation dans un bureau d'études. Il est également vice-président du CCIB, Collectif contre l'islamophobie en Belgique, et il supervise la première ligne et coordonne la rédaction du rapport chiffre qui a notamment été présenté ce matin en conférence de presse.
Et il est engagé dans le secteur associatif depuis plusieurs années. Il réalise de nombreuses activités en faveur de la réussite scolaire, des dialogues interculturels et interconvectionnels. Donc, Agid, je vous cède la parole. Donc voilà, bonjour à toutes et à tous, à vous qui nous suivez sur Facebook, donc pour ce Facebook Live sur la question du traitement de l'islam dans les médias. Donc permettez-moi tout d'abord de présenter le CCIB. Le CCIB est une association qui a pour vision la défense d'une société inclusive fondée sur les principes fondamentaux des droits de l'homme. Donc le CCIB a une existence maintenant de 6 ans. Et la mission du CCIB, plus que de lutter contre les discriminations, c'est véritablement de construire des solutions avec les personnes qui font l'expérience de la discrimination. Et ces solutions, nous voulons les construire par des partenariats avec les institutions publiques et des acteurs de la société civile. Donc le CCIB a pour travail de pouvoir monitorer les actes islamophobes en Belgique et de pouvoir, avec des partenariats en Belgique, mais aussi dans d'autres pays européens, avoir une vision globale de l'état de la situation en Belgique, en Europe, et aussi parfois par des événements internationaux. Alors l'islamophobie, le CCIB l'a définie comme suit. L'islamophobie repose sur 3 dimensions. La première, c'est un sentiment qui est basé sur l'étymologie du mot islamophobie. La deuxième, c'est un contexte. Et enfin, la troisième, c'est justement le passage à l'acte infractionnel. Dans ces 3 dimensions de l'islamophobie, nous voyons d'abord sur le premier plan, celui du sentiment. L'islamophobie est définie comme une peur irraisonnée des personnes musulmanes ou des sujets en lien avec l'islam. Alors cette peur, elle est irraisonnée parce qu'elle relève d'une partie irrationnelle d'une part, mais on peut aussi entendre derrière la peur des musulmans des logiques qui par contre sont très rationnelles et qui découlent justement d'un certain discours. Au stade du sentiment, l'islamophobie n'a pas de passage à l'acte, mais elle nourrit néanmoins chez certaines populations une crainte, une défiance, un certain évitement de populations musulmanes, des craintes qui peuvent être avérées par des contacts directs avec ces personnes ou au contraire à travers la représentation qu'on s'en fait sans même avoir de contact, notamment au travers de la représentation des médias ou des discours publics. Donc ça, c'est la première dimension de l'islamophobie. Cette première dimension, elle est nourrie par une seconde qui est en sociologie, ce que les sociologues Abdelali Hadjat et Marwan Mohamed ont développé dans leur livre « Comment les élites françaises ont développé la construction d'un problème musulman ». Là, l'islamophobie est construite comme un problème dans le débat public. Et ce problème, il peut se référencer à des faits, soit des faits divers, soit à des faits du débat politique ou de société. Mais aussi, cette construction d'un problème musulman peut résulter d'un agenda politique qui vise justement à problématiser la présence des musulmans dans la société. On en a eu des exemples, c'est la certification halal sur le sirop de liège, ou encore la polémique qu'il y a eu autour de l'arbre métallique sur la Grande Place de Bruxelles, où là, par exemple, les musulmans n'avaient strictement aucun lien, mais on a lié ce débat sur cet arbre métallique à une perte des valeurs dites traditionnelles, et de là, on a fait un lien vers les personnes musulmanes. Cette construction du problème musulman, qu'on appelle en sociologie le fait global, elle vise en fait à construire des lois d'exception qui viseraient une catégorie de la population et à fragiliser justement la cohésion sociale ou l'entente cordiale entre les différents groupes de la société. Donc elle est importante parce à développer, propager des qualificatifs négatifs, dégradants, insultants vis-à-vis d'un groupe vulnérable ou d'une communauté en lien avec un critère protégé. La deuxième dimension, c'est celle du harcèlement. Et donc ça se passe notamment sur le lieu du travail, c'est protégé évidemment par des législations. Et donc ce harcèlement peut être une des dimensions infractionnelles dans le passage à l'acte islamophobe. La troisième des dimensions, c'est la discrimination. Et donc cette discrimination, ça relève d'un traitement inégalitaire vis-à-vis d'une personne comparée à une autre qui serait exactement dans la même situation. Et cette discrimination, elle est aussi condamnée
par une législation antidiscrimination. Et enfin, et ce sont les actes les plus graves, ce sont les délits de haine. Et donc, c'est l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne, c'est la profanation d'un lieu de culte, la dégradation de biens communautaires. Et donc là, la législation est très stricte sur le délit de haine, qui est inacceptable dans notre état de droit et dans une société fondée sur peut nourrir un passage à l'acte. Et en fait, ces mécanismes-là, qui sont des mécanismes de rejet, ne sont pas propres aux communautés musulmanes ou vis-à-vis des communautés musulmanes. On peut aussi constater que ces mécanismes de rejet peuvent s'exercer vis-à-vis des populations juives, vis-à-vis des populations afrodescendantes, vis-à-vis des Roms. Et donc chaque groupe cible peut faire justement l'objet de mécanismes de rejet ou de cette expérience de la discrimination. Et c'est pourquoi l'islamophobie n'est pas un combat à côté du combat antiraciste, c'est vraiment une des formes contemporaines des manifestations du racisme dans notre société et qui demande véritablement une responsabilité collective de promouvoir la vision que nous voulons d'une société inclusive et donc de combattre les discriminations autour de nous, celles dont on est soi-même témoin ou celles en tout cas dont on a entendu parler, parce que la société que nous voulons construire est une société fondée sur les droits fondamentaux, sur la liberté de chacun à pouvoir vivre en accord avec ses aspirations personnelles. Une fois qu'on a expliqué le phénomène de l'islamophobie, on met aussi en évidence que cette islamophobie, elle peut être liée à ce qu'on appelle un racisme anti-arabe classique. Et en fait, on met en évidence une forme d'intersectionnalité, c'est-à-dire que dans les deux ensembles de rejet, on a une zone commune où des personnes peuvent être à la fois discriminées parce qu'elles ont une composante identitaire arabe et en même temps parce qu'elles ont une adhésion à un système de valeurs philosophique qui est la religion musulmane. Et on voit que les discriminations à ce moment-là sont pernicieuses parce qu'elles mélangent à la fois un rejet anti-arabe qui pourrait par exemple trouver sa source dans une vision coloniale, mais aussi un rejet vis-à-vis d'une conviction qui pourrait par exemple trouver une source dans une théorie qui est la théorie plutôt celle du clash des civilisations. Alors, ce qui est important de comprendre au niveau de l'islamophobie, c'est qu'elle se manifeste de plusieurs manières et que les auteurs de l'islamophobie peuvent à la fois être des individus, ça peut aussi être des groupes identitaires organisés, des groupes proches de l'extrême droite, mais ça peut aussi être parfois la puissance publique qui, dans l'application de règles, produit des effets qui peuvent être discriminants vis-à-vis d'une population. Donc au niveau du CCIB, nous intervenons à travers la médiation, le rappel de la loi, voire parfois même des actions en justice pour pouvoir rappeler justement les règles de la vie commune. Alors une fois qu'on a bien compris ce qu'était l'islamophobie, passons maintenant sur le focus de cette année qui concerne les médias. Les médias ont un rôle fondamental dans notre société où la communication prend de plus en plus d'importance parce que derrière le média, on entend aussi la notion de médiateur, c'est-à-dire que les médias, d'une certaine façon, font le lien entre différentes catégories de population dans la société qui s'informent mutuellement des réalités de chacune d'entre elles. Et donc le média va donner à travers la télévision, la radio, les sites internet, une image de ce que je vais me direct avec lui, je vais pouvoir comparer l'image que je me fais de la personne avec l'image que les médias m'en donnent. Et là, j'ai déjà une possibilité de pouvoir être critique et de prendre de la distance. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, la seule source d'information que je vais avoir, c'est celle que les médias vont me donner. Et donc, force est de constater que sur les questions en lien avec les musulmans et l'islam, la couverture médiatique renvoie en tout cas énormément d'informations et des informations qui, on doit le reconnaître, sont très souvent chargées de connotations problématiques, voire négatives, même si à côté de cela, il y a aussi une volonté des médias de pouvoir mettre en évidence des informations objectives sur la réalité des grands moments de vie de la communauté musulmane à l'occasion de fêtes ou d'événements particuliers. Mais en tout cas, retenons que les médias ont un rôle fondamental dans la représentation que je vais me faire de l'autre. Alors, ce qu'il est important de comprendre au niveau des médias, c'est le fonctionnement du cadre dans lequel les médias opèrent. Il faut savoir que les médias sont soumis évidemment à une grande pression, la pression de couvrir l'actualité quasi en temps réel, et donc ça a été notamment le développement de toutes les chaînes info, mais aussi la réalité
respecter un cadre qui est celui justement de la ligne éditoriale des médias. Et cette ligne éditoriale, elle est importante parce qu'elle va donner un peu la vision du monde dans lequel le média s'inscrit, rapporte des faits et des événements. Mais donc, la ligne éditoriale, plus le fait de devoir traiter l'actualité dans un temps très court, avec en plus un travail qui est de pouvoir ramener une réalité complexe, mais de la rendre compréhensible par un maximum de personnes, fait que les faits dans l'actualité vont être ramenés à, d'une certaine façon, leur plus simple expression pour donner à comprendre à la population. Et là, ce qu'on constate, c'est que très souvent dans le traitement médiatique, il y a une présentation simplifiée qui, d'une part, dessine d'un côté des personnes qui vont apparaître comme étant les bons et de l'autre côté les méchants. Et ça problématise évidemment sous forme de tension les relations entre les différentes communautés. Donc certains médias veulent évidemment être dans la nuance et de pouvoir expliquer que les choses sont bien plus compliquées, mais reconnaissons que notamment les films du western ont souvent polarisé les récits entre des bons et des méchants. Et la difficulté, si vous prenez par exemple un texte journalistique, si vous analysez uniquement le texte ou si vous prenez de ce qui va être autour du texte, à savoir notamment la titrologie ou les photos, eh bien on constate dans les signalements qui sont ramenés au CCIB que très souvent ces titres et ces photos sont problématiques parce qu'elles vont donner aussi une représentation qui va être parfois de nature à attirer le regard, à susciter l'intérêt, c'est le fonctionnement du média à ce niveau-là, mais qui parfois peut aussi heurter par l'application ou la représentation qu'on va en avoir. Et donc il arrive par exemple que des sujets en lien avec les musulmans en Belgique vont être illustrés par des photos de populations musulmanes issues de pays musulmans ou du Proche-Orient, qui est une réalité totalement différente à celle qui a lieu en Belgique. Il arrive aussi que parfois des titres fassent l'objet de simplifications. On a par exemple en tête le titre du Vif l'Express sur comment l'islam gangrène l'école, où par exemple le titre n'était même pas amené sous forme de question, mais c'était vraiment une affirmation et le journaliste ou la journaliste tentait d'expliquer justement en quoi l'islam représentait une menace dans l'école. Alors, d'un autre côté, nous avons besoin de comprendre ce fonctionnement du cadre médiatique parce que des journalistes au quotidien essayent de faire leur travail de bonne foi en ayant une bonne volonté. Et si des événements dans l'actualité en lien avec les musulmans est négatif, eh bien le journaliste va rapporter l'information. Donc nous devons aussi faire attention de ne pas tomber dans le travers qui consiste entre guillemets à stigmatiser le message. Le journaliste rapporte une information en essayant de la rendre compréhensible avec toute la difficulté de l'instantanéité et de la simplification, mais ce journaliste aussi travaille dans des contraintes qui ne sont pas évidentes. Alors je voudrais amener 3 pistes de réflexion sur le traitement de l'islam et des musulmans dans les médias. Le premier, c'est de vraiment bien comprendre le cadre de fonctionnement du format médiatique. On ne s'exprimera pas de la même façon à la télévision pour le JT de 19h que dans une chronique radio ou dans une interview long format dans un magazine d'investigation. Et donc, le format déjà est différent entre les différents types de médias. C'est important à pouvoir comprendre cela. Deuxièmement, il faut pouvoir comprendre le fonctionnement du média, à savoir pouvoir porter une parole pour qu'elle soit compréhensible et donc cette capacité à pouvoir aussi synthétiser les idées une fois qu'elles sont formulées ou dans un média. Tant qu'elles ne les connaissent pas à l'avance, eh bien, l'émotion qui fait que c'est la spontanéité qui doit primer. Et donc, même si ça peut créer de la part de certains une certaine frustration, il faut accepter de jouer le jeu. Et tout ça, ça demande de la préparation. Et donc, il est important aujourd'hui d'avoir des acteurs issus des communautés islamiques locales qui sont justement capables de développer un discours qui prennent en compte les contraintes des médias et des journalistes. Et je pense vraiment que c'est un travail qui doit se faire au niveau local, parce que c'est au niveau local que les personnes se connaissent, que les groupes interagissent, médiatiques. Et cet agenda, il faut pouvoir l'anticiper, comprendre aujourd'hui que des sujets sont mis dans le débat public pour lequel nous devons être capables de pouvoir amener un discours clair, audible,
pour répondre à la fois aux interrogations légitimes de la population, mais aussi pour, si nous voulons construire cette société sur les droits fondamentaux, contre la liberté individuelle, au respect de l'autre ou aux dérives qui peuvent exister évidemment dans différents groupes de la société. Et le mieux, en fait, cet agenda médiatique, c'est aussi de pouvoir l'alimenter. Donc il est important de pouvoir mettre dans le débat médiatique des sujets qui pourraient justement présenter la réalité des communautés musulmanes. Ce qu'il est important aujourd'hui aussi de comprendre, c'est que nous n'arriverons pas seuls à inverser cette tendance par rapport aux représentations fantasmées, complotistes que certains peuvent apporter dans le débat public, mais c'est vraiment les partenariats qui vont nous permettre de changer justement cette. Les partenariats sont essentiels parce qu'ils permettent justement, dans un discours construit et dans cette idée de travailler ensemble, de mettre en avant des sujets, des solutions dans le débat public. Je voudrais terminer cette intervention en vous parlant d'un des défis importants, haineux. Et ces discours haineux sont très compliqués parce que certains discours de liberté d'expression, et donc dans notre société démocratique, des propos qui peuvent heurter une sensibilité sont tout à fait légitimes et ont tout à fait droit de citer. Nous devons accepter dans une société démocratique, et celle qui est la nôtre, de critiquer une religion, une idéologie, et de pouvoir porter la contradiction dans le débat. Mais à un moment, ce discours de haine, il peut aussi flancher et arriver à l'incitation à la haine. Et celle-là, elle est inacceptable d'un point de vue de la loi, et elle relève véritablement d'une infraction. On a eu notamment des condamnations de Éric Zemmour qui appelait par exemple, ou qui comprenait que des employeurs puissent se discriminer, ou des propos qui étaient incitant à la haine vis-à-vis de la communauté musulmane, notamment tenus dans un journal italien. Et donc là, on est passé justement à l'incitation à la haine, et tout comme nous devons accepter même des propos dénigrants vis-à-vis de quelque communauté que ce soit, dès qu'on est dans l'incitation à la haine, avec la même vigilance, nous devons ensemble condamner justement ces discours de haine et ces propos incitant à la haine, parce que ce sont des propos qui sont sensibles, aura aidé. J'espère avoir pu vous éclairer un peu sur ce débat-là. Et je rends alors la parole à Leïla pour la suite du programme. Merci. Donc, merci Agib pour cet éclaircissement. Merci de nous avoir défini cette nouvelle forme contemporaine de manifestation du racisme qu'est l'islamophobie, de nous avoir présenté les différentes manifestations. Et ce qu'on le peut retenir, en tout cas ce que je retiens principalement de votre intervention, c'est qu'ils ne font pas seulement anticiper l'agenda médiatique en acceptant de l'alimenter, condamner les dérives, et parmi ces dérives-là, que l'on doit condamner dans une convergence de lutte, il y a les discours de haine. Et justement, pour parler de ces discours de haine, ce soir, nous avons la chance d'avoir parmi nous Madame Nathalie Denis, qui est juriste, mais également chef de service soutien individuel chez UNIA, anciennement appelé Centre interfédéral de lutte contre les discriminations et pour l'égalité des chances. Donc, le service soutien individuel est un service qui gère l'ensemble des signalements que l'on dépose chez UNIA. Nathalie est également co-auteure du livre « Diversité convictionnelle, comment l'appréhender, comment la gérer ?» et enfin, elle est également membre du conseil d'administration de l'AFRA, qui est l'Agence européenne des droits fondamentaux. Donc Nathalie, sans plus attendre, je vous passe la parole pour nous expliquer qu'est-ce que le discours de haine, quelle forme prend-il sur le terrain, et également quelles sont les stratégies mises en place par UNIA pour lutter contre ce fléau au quotidien. Merci Leïla de m'avoir introduite et bonsoir à tout le monde. Voilà, comme Leïla vous l'a dit, je vais vous parler des discours de haine, mais je vais vous parler des discours de haine en général. Donc c'est vrai qu'Agib a introduit le propos en parlant d'islamophobie plus spécifiquement. De mon côté, je vais vous parler de l'ensemble des discours de haine que UNIA rencontre et sur lesquels UNIA va travailler.
Et donc, comme vous pouvez le voir, l'idée du discours de haine, c'est vraiment l'idée des propos d'incitation à la discrimination, à la haine, à la violence, à la ségrégation, par rapport à une personne ou par rapport à un groupe de personnes. Donc on n'est vraiment pas, on est aussi par rapport à des groupes de personnes déterminés par leurs convictions religieuses, leur orientation sexuelle, leur origine, ou bien sur base de tout autre critère qui sont protégés par les législations antidiscrimination. Et donc, on va viser dans le cas du discours de haine, quand on parle de discours de haine, on va parler des discours racistes, certainement, des discours islamophobes, des discours homophobes, antisémites ou des discours négationnistes. Donc ça, c'est l'idée du discours de haine. Ce sont des discours qui sont condamnables par la loi et on ne va pas parler dans le cadre du discours de haine en tant que tel qu'on l'appréhende chez UNIA, des discours qui sont choquants, mais qui sont des discours qui vont relever de la liberté d'expression et de son exercice. Alors j'ai choisi de vous montrer une série d'exemples avec des captures d'écran. J'espère que ça passe bien. En identifiant aussi ces captures d'écran parce que ce sont des exemples qui sont rencontrés par UNIA dans le cadre du travail quotidien. Le premier exemple, c'est une capture d'écran du site d'un groupe d'extrême droite francophone qui s'appelle Identitaire Ardennes et contre lequel UNIA s'est constitué partie civile dans une procédure qui est en cours. Et vous voyez que le site internet parle effectivement de faire un acte de patriotisme en combattant l'islam. Donc, il invite à combattre l'islam. Un autre site, une autre capture d'écran, c'est un groupe qui s'appelle Panzer et qui est un groupe qui dénonce pas seulement l'islam, mais qui dénonce aussi les personnes d'origine étrangère et qui considère que, donc c'est en néerlandais, mais l'idée c'est de dire, ben voilà, il suffit de les mettre tous dans un fagot et en un tir, c'est bon, on les aura tous, avec effectivement cette image de guerre. Un autre exemple, c'est un exemple de ce qui est publié sur le site et sur la page internet de la Vlaams-Verdedigingsliga. Et sur le site de la Vlaams-Verdedigingsliga, on reprend un fait divers qui est relaté par la presse et qui dit qu'un jeune néerlandophone, un jeune flamand de 15 ans est mort au Maroc et parce qu'il a eu un accident de quad. Et donc, vous voyez les commentaires en dessous, ou je ne sais pas si vous les voyez, mais en tout cas, je peux vous les lire, vous en dire certains. Donc, les commentaires se disent, par exemple, si lui, il est flamand, alors moi, je suis Saint-Nicolas, ou bien c'est déjà un flamand c'est déjà un Marocain de moins. Et donc, l'idée, c'est aussi de dire, est-ce que c'est vraiment un flamand, le fait qu'il soit aussi brun, ou bien, voilà, donc je ne vais pas tout vous lire parce que ce n'est pas de la littérature très inspirante, mais voilà, comme ça, vous avez un exemple. Autre exemple, publication sur Twitter, suite aux attentats terroristes à Bruxelles et suite à l'interpellation de Salah Abdeslam, les terroristes étant juste des voyous de quartier comme il en pullule à #Bruxelles, il faut jeter tous les Maghrébins dehors et c'est le groupe C'est eux ou nous qui publie ce discours. Autre tweet, retweeté, donc je suis chez moi ici, sale juif, foutez le camp, tweeté, retweeté, etc. par plusieurs personnes, donc retweeté 34 fois quand même, donc voilà, avant l'intervention. Autre capture d'écran, celle d'un groupe qui est apparu pendant la période du confinement et qui est un groupe qui s'appelle Moucron en colère. Et vous voyez que ce sont des images dans lesquelles on voit des personnes qui sautent au-dessus d'un mur. Et voilà, et donc on sous-entend qu'en fait ces personnes sont des personnes qui viennent d'un centre pour demandeurs d'asile. Et on sous-entend que ces personnes étant des demandeurs d'asile sont des personnes qui commettent des vols et qui commettent des infractions. Et enfin, suite à une action intentée par UNIA et notamment le CCIB contre la STIB, puisque la STIB refusait d'engager des femmes qui portaient le foulard,
On voit un commentaire, donc c'est quoi encore un poté gaucho va faire ton cinéma voilé au Maroc, tu t'intègres ou pas. Donc voilà, on est en plein dans l'islamophobie par rapport à ce commentaire. Alors, quand UNIA a rendu son rapport annuel en 2019, on a fait un constat par rapport au discours de haine. Et on l'a constaté en 2019, mais on l'a aussi constaté en 2020, pendant la période de confinement, c'est que la haine sur les réseaux sociaux s'éteint de plus en plus et qu'on se retrouve avec un langage de plus en plus dur, de plus en plus violent. Et ça s'est aussi déchaîné en 2020 au moment de la crise du corona, la crise du Covid, et au moment notamment de l'arrestation et de l'assassinat de George Floyd aux États-Unis. On voit qu'effectivement, il y a un discours de plus en plus violent, un discours de haine de plus en plus impressionnant par rapport aux personnes, aux réfugiés, aux personnes musulmanes et aux personnes en situation de handicap spécifiquement. Et donc, je voulais montrer, donc il faut savoir qu'en 2019, UNIA a été saisie de 8478 signalements. Et dans le cadre de ces signalements, ce que vous pouvez voir, c'est que ce qui est en orange, alors je ne sais pas s'il y a un petit pointeur, oui, je pense, voilà. Ce que vous voyez ici en orange, c'est tout ce qui relève des signalements qui sont arrivés via les médias, et c'est-à-dire tout ce qui relève des signalements qui sont arrivés par rapport à ce qui a été répertorié dans les médias. Quand on entend parler, donc quand on parle de médias, donc c'est un peu plus de 300 signalements en 2019, quand on parle de médias à UNIA, on parle de médias à la presse, certainement, mais on parle aussi des réseaux sociaux, de Twitter, de Facebook, etc. Et donc, en ce qui concerne les discours de haine en 2019, on voit que on a des discours de haine spécifiques qui consistent en des injures, des insultes. Donc là, vous voyez qu'on a des insultes verbales, ça c'est ce qui apparaît en orange. On a aussi un très gros pourcentage, dans le cas du discours de haine qui dépassent la liberté d'expression et qu'on va appeler incitation à la haine, c'est ce qui apparaît en bleu. Et puis, on a aussi des actes, des discours négationnistes, on a des menaces que vous voyez ici, on a de la diffamation, et on a de la diffusion d'idées racistes et de suprématie raciale. Et donc, vous voyez qu'on a un très gros pourcentage quand même, puisqu'on est à 79,9%. Oups. On est à 79,9% de signalements relatifs à des discours de haine qui sont des discours d'incitation à la haine, donc ils vont dépasser le cadre de la liberté d'expression. Je vous l'ai dit, les médias, ce qu'on va appeler médias, nous, sont à la fois Internet, donc on voit qu'il y a une très grosse proportion de discours de haine qui arrivent par Internet, un peu de discours de haine et de plaintes par rapport à des discours de haine qui se trouvent dans la presse écrite, et puis on a des publications diverses, la télévision, les autres médias et la radio qui sont vraiment très peu. Mais c'est surtout Internet qui est effectivement le siège des discours de haine qui sont les plus présentés à UNIA. Et dans ce cadre-là, c'est vrai qu'il y a plusieurs plateformes Internet qui sont visées et on voit que là où les discours de haine se déchaînent et là où on a le plus de discours de haine, c'est sur Facebook. Donc on voit que Facebook, c'est la majorité des dossiers qui rentrent et qui revendiquent le fait qu'on puisse combattre le discours de haine. Ce sont des discours qui se trouvent sur Facebook et sur Twitter, sachant après qu'on a des blogs, des messageries, des emails en chaîne et quelques messages de haine qui se trouvent sur YouTube, mais ce n'est à nouveau pas très significatif. Donc, effectivement, les réseaux sociaux, Facebook, sont le véhicule aujourd'hui du déferlement de haine. Ça, c'était peut-être un peu pour poser le cadre et pour vous expliquer un peu dans quelle catégorie on va travailler. Donc, on a des discours de haine qu'on trouve essentiellement sur les réseaux sociaux et essentiellement sur Facebook
et qui nous sont rapportés en masse de manière significative à UNIA. Alors, qu'est-ce qui se passe à UNIA quand un signalement de discours de haine arrive? Comment est-ce qu'on va travailler? Comment est-ce qu'on va réagir? On va se poser plusieurs questions parce que la façon dont on va appréhender le discours de haine est différente en fonction du fait que le discours se trouve posté en Belgique ou pas, c'est-à-dire que l'hébergeur se trouve en Belgique ou pas. Si l'hébergeur se trouve en Belgique, vous allez voir qu'on peut alors interpeller la plateforme d'hébergement et qu'on va pouvoir faire ce qu'on appelle un notice and takedown, c'est-à-dire signaler à la plateforme d'hébergement le type de discours et demander à la plateforme d'hébergement qui se trouve en Belgique qu'elle supprime ce type de discours. Et puis, on va s'interroger aussi sur le contenu du message. Est-ce que le message est punissable? C'est-à-dire, est-ce qu'il dépasse les limites de la liberté d'expression? On sait qu'on peut s'exprimer en Belgique. La Constitution belge reconnaît le principe de la liberté d'expression et la Constitution belge va dire, voilà, on est libre de s'exprimer et même de tenir des propos qui heurtent, qui choquent, qui vont déranger. On est en droit de dire qu'on n'est pas d'accord avec les idées de certaines personnes, de l'exprimer parfois de manière virulente, sans pour autant que ça ne soit punissable ou répréhensible. Par contre, dans certains cas, on va franchir une frontière et on va aller au-delà de la liberté d'expression et on va être dans ce qui s'appelle l'incitation à la haine, comme Agip a pu l'exprimer. On va aussi se poser la question de savoir est-ce que c'est punissable, mais est-ce que c'est vraiment punissable? Pourquoi? Parce qu'en Belgique, il y a d'une part ce qu'on appelle le délit de presse, et donc ça veut dire que tout ce qui est publié, tout ce qui est imprimé, tout ce qui est diffusé, va rentrer dans la catégorie de ce qu'on appelle le délit de presse. Un délit de presse, c'est quoi? C'est quelque chose, c'est un acte punissable qui passe par la presse. Or, la liberté de la presse, on le dit toujours, la presse c'est le quatrième pouvoir. Hein. La liberté de la presse est extrêmement importante en Belgique et le législateur, le constituant initial, a décidé que tout ce qui relevait de la presse, qui était diffusé dans la presse, relevait de la compétence de la cour d'assises. Donc si j'injurie, si j'incite à la haine via la presse au sens large, hein, donc aussi via Facebook, Twitter, etc., je rentre dans la catégorie de ce qui relève de la cour d'assises, des sanctions de la cour d'assises. Ce n'est pas punissable devant le tribunal correctionnel et donc, avant qu'on ne mette un jury d'assises en place, il va vraiment falloir que les choses soient extrêmement graves. Et donc, que se passe-t-il? Souvent, le procureur du roi qui va être saisi du dossier va classer sans suite parce que ça n'a pas d'intérêt de solliciter la cour d'assises pour ce type de dossier. Mais que s'est-il passé après l'adoption de la loi de 1981 relative à la lutte contre le racisme? C'est qu'on a correctionnalisé certains délits de presse. C'est-à-dire que certains délits de presse, ceux qui ont trait à des délits de presse relatifs à du racisme, ceux qui sont des incitations à la haine raciale, ils ont été correctionnalisés. Ça veut dire que c'est plus facile de les poursuivre. J'ai dit haine raciale, je n'ai pas dit islamophobie, je n'ai pas dit homophobie, je n'ai pas dit antisémitisme. On est dans quelque chose qui va concerner uniquement le racisme. Et là, ça ouvre la porte évidemment au débat qui consiste à dire, mais finalement le racisme c'est quoi? Et c'est un autre débat. Est-ce que le fait de véhiculer des discours de haine contre l'islam et contre des personnes musulmanes de manière plus générale que contre l'islam, donc contre le musulman, est-ce que c'est un processus raciste qui pourrait lui aussi être poursuivi devant les tribunaux correctionnels et pas devant la cour d'assises? Donc voilà, donc il y a des questions qui vont se poser et UNIA a recommandé déjà à plusieurs reprises aux législateurs, et Patrick Charlier, directeur d'UNIA, a été aussi entendu au Parlement récemment, et il a recommandé, on recommande que l'ensemble des délits de presse puissent être correctionnalisés de manière à pouvoir avoir une appréhension beaucoup plus forte des discours de haine de manière générale. Donc voilà. Et puis on va se poser aussi la question de savoir, mais tiens, est-ce que c'est un fait unique ou est-ce que c'est récurrent? Pourquoi? Parce que quand on se trouve dans sur des messages
Twitter, sur des sites internet ou sur des pages Facebook qui appartiennent à des groupes comme l'Amseverde-Diggingsliga par exemple, ou comme le groupe Panzer ou le groupe identitaire Ardennes, on voit que ce n'est pas un message qui est posté. C'est 10, 20, 50, 80 messages qui sont postés avec des likes, avec des retweets. Et donc, on est dans quelque chose, un processus qui est plus grave et qui doit être appréhendé de manière beaucoup plus intense. L'idiot, l'imbécile qui ne sait pas très bien et qui rédige sur sa page Facebook un message isolé. Donc voilà, on va réfléchir aussi de cette manière-là. Et donc, je vous ai parlé des limites de la liberté d'expression. Je vais vous donner simplement un exemple à ces limites de la liberté d'expression. Il y a eu un tweet d'un directeur d'un aéroport régional qui a déclaré que Anvers était une belle ville avec une belle gare. Quand on arrivait à la gare de Bruxelles-Midi, on avait l'impression d'être au Kosovo. Et la communauté kosovare s'est insurgée contre ces dires et a déposé plainte à UNIA. Malheureusement, on a dû conclure que dans cette situation-là, ça n'était pas une incitation à la haine, c'était la liberté d'expression. Il avait exprimé des propos qui étaient choquants, qui heurtaient, mais qui n'étaient pas une incitation à la haine. Il les avait exprimés en public, mais il n'avait pas incité. Pour qu'il y ait une incitation à la haine en tant que telle, il faut vraiment que l'auteur incite à s'en prendre, consciemment ou non, à une ou plusieurs personnes. Peu importe qu'après, il y ait un suivi de ce qui a été dit. Peu importe que si j'invite, je me souviens, il y a eu des ouvrages qui invitaient par exemple à jeter, à tuer tous les musulmans ou à tuer tous les homosexuels. Ces ouvrages-là sont des ouvrages clairement d'incitation à la haine, même si il n'y a pas de crime d'homosexuels qui s'ensuit ou de crime de musulmans qui s'ensuit. On se fiche en fait du résultat. L'incitation à la haine, ce sont des propos qui vont au-delà de ce qui est la liberté d'expression et qui vont pousser une personne ou des personnes à la haine, à la discrimination ou à la violence par rapport à d'autres personnes. L'idée, c'est de vouloir atteindre ce but, même si on ne l'atteint pas réellement. Alors pour UNIA, il y a quelque chose qui est très difficile, c'est, je vous l'ai dit, on reçoit un grand nombre de signalements qui sont des signalements de type média et de type dénonciation de discours de haine sur Facebook, sur Internet, sur Twitter, sur d'autres plateformes, sur des blogs, même si les blogs c'est un peu la préhistoire aujourd'hui. Et donc on est face à un grand nombre de signalements. Et c'est vrai qu'on ne peut pas faire face et on ne peut pas traiter l'ensemble de ces signalements, donc on a fait des choix, on a pris des orientations stratégiques. Et pour nous, ce qui est important, c'est de traiter les signalements médias quand il y a une victime individuelle. Quand la personne qui signale est aussi la victime individuelle du signalement, de la haine, sur Facebook, sur Internet, sur Twitter. Pour les autres personnes, on travaille avec une réponse type. Et cette réponse type, on va l'envoyer dès que la personne va introduire son dossier à UNIA en lui disant « Écoutez, on note, on encode, ça fait partie du monitoring que UNIA tient de l'ensemble des discours de haine. On va rapporter sur ces chiffres et sachez qu'on fait un travail structurel avec les plateformes et les réseaux sociaux, mais on ne va pas vous donner une réponse individuelle par rapport à votre signalement. Pourquoi ? Mais parce que ça veut dire qu'alors on fait travailler nos collaborateurs sur des signalements qui ne sont pas des signalements porteurs, alors que quand il s'agit de groupes organisés, par exemple la Vlaamsverdediging-Liga, par exemple, ou par exemple Identitaire Ardennes, on travaille, on construit les dossiers et on porte le dossier devant les tribunaux. C'est à ce moment-là qu'on a une action qui est une action constructive et une action structurée contre certains discours de haine. Et donc, quand on est face à un discours de haine, c'est vrai que le contexte du message et le profil de l'auteur vont aussi jouer. Si je suis un homme politique qui fait un tweet dans le cadre de mon activité politique, on va considérer que la liberté d'expression de l'homme politique est beaucoup plus large, beaucoup plus grande que celle de tout un chacun. Pourquoi ? Parce que dans le cadre de son combat politique, il doit pouvoir s'exprimer. Si un auteur, une personne, a un grand aura, est quelqu'un qui, à un moment donné, a une grande influence, on pense par exemple à
des personnalités religieuses qui pourraient, à un moment donné, dans le cadre de leur discours, avoir des propos qui sont des propos qui relèvent de la liberté d'expression, mais qui sont des propos qui ont une telle puissance parce qu'ils viennent de la bouche d'une personne qui a une énorme aura, une énorme puissance, on va considérer qu'effectivement, on va plus vite tomber dans l'incitation à la haine que si les propos sont tenus par un kidam qui n'a pas d'aura, qui n'a pas de puissance, en tout cas en termes, par exemple, de followers sur Internet et autres. Et donc, ce qui est important à dire, c'est effectivement que ce qu'on a constaté, c'est vraiment un vocabulaire de plus en plus dur, et ça s'est terriblement manifesté sur les réseaux sociaux pendant la période du lockdown. Et donc, on a eu effectivement des messages très durs, notamment par rapport à des personnes qui se trouvaient en situation de précarité et qui, pour profiter un peu de l'air, se retrouvaient effectivement dans les parcs. On a eu des hashtags qui sont sortis où on a stigmatisé certaines communautés, entre guillemets, comme les hashtags Coronakbar, par exemple, où on considérait que les musulmans étaient ceux qui ne respectaient pas les règles de confinement et qui se retrouvaient dans les parcs, en famille, etc. Mais on a eu aussi des messages extrêmement durs par rapport à des personnes avec un handicap. Et par exemple, je vais vous citer ce message sur Facebook à propos des personnes handicapées. Donc, on disait les grands temps d'euthanasie et tous ces handicapés juste après leur naissance. Les handicapés n'apporteront jamais une contribution positive à notre société. Ils ne font que coûter de l'argent. Il y a des gens beaucoup trop égoïstes qui veulent absolument garder leur enfant handicapé, mais ils en font supporter le coût au reste de la société. J'en ai marre de payer pour ça. Voilà, donc là, on est clairement dans un discours extrêmement violent de haine par rapport à des catégories de personnes qui n'étaient pas spécifiquement visées antérieurement. Et donc, pour vous donner un autre exemple, voici des situations dans lesquelles nous avons effectué ce qu'on appelle un notice and take down par rapport à la plateforme. Et donc, notamment, vous voyez cet insecticide qui a été, cette boîte d'insecticide qui était apparue sur les réseaux sociaux et qui avait été transformée. Il ne s'agissait plus de traiter des moisissures ou des insectes, il s'agissait de se débarrasser des Marocains. Et donc, on disait que c'était la meilleure solution. Ou bien, on demandait aussi de nous donner une licence pour tuer. Ça a été retiré des réseaux sociaux. Par contre, des messages tels que la liberté de nos femmes et de nos enfants est dépendante du nombre de morts parmi les musulmans et parmi les collabos, n'a pas été retiré par les plateformes de réseaux sociaux. Les plateformes de réseaux sociaux, vous le savez, ont des médiateurs et ont la possibilité eux-mêmes d'apprécier si oui ou non ils répondent à notre demande de notice and takedown. Un élément qui est important aussi dans le travail d'UNIA, c'est que, je vous l'ai dit, la Commission européenne a conclu en 2016 avec Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube, un code de conduite sur la lutte contre les messages de haine sur Internet et sur les plateformes. Plus tard, on a d'autres plateformes comme Instagram, Google+, Snapchat, Dailymotion qui ont adhéré à ce code de conduite et UNIA participe au monitoring, je vous l'ai dit. C'est pour ça qu'on répond aux personnes que quand ils font un signalement sur des médias, sur des messages de haine dans les médias, ça ne tombe pas aux oubliettes. C'est encodé dans notre banque de données et ça fait partie du monitoring dont les résultats sont publiés chaque année sur le site internet de la Commission européenne. On a par ailleurs une coopération régulière avec des acteurs qui sont des acteurs importants, les parquets, la police. Donc on a signé des conventions dans le cadre de la circulaire COL 13-2013. C'est une circulaire qui a été prise par le Collège des procureurs généraux pour encoder un certain nombre de plaintes sous des rubriques spécifiques et notamment des rubriques de racisme, islamophobie, négationnisme, etc. de manière à ce qu'on puisse identifier dans une série d'infractions qu'il y a des phénomènes réels d'islamophobie, des phénomènes réels d'antisémitisme, de négationnisme qui existent et qu'on puisse les mesurer. On travaille aussi avec l'OCAM par rapport à toute une série de groupes terroristes, notamment des groupes terroristes d'extrême droite, comme la Vlamse-Verdedigingslika ou Identitaire Ardennes. Donc pour nous, c'est un travail aussi, on travaille avec l'OCAM et l'OCAT.
Et on travaille avec les intermédiaires comme Facebook, comme les réseaux sociaux, la DigiSoc aussi, qui est la plateforme sur laquelle on peut signaler des messages de haine. Donc on signale, on travaille avec eux et on essaye de mettre en place une politique de prévention par rapport aux messages de haine dans le cadre de l'utilisation des réseaux sociaux. Alors, il y a aussi eu en 2019 de la jurisprudence très importante par rapport à ce qui se passe au niveau de la haine sur Internet. Et il y a des éléments qu'on peut sortir et qui sont vraiment très importants. Il y a eu un jugement notamment d'une personne qui est pseudonyme de Fidelio sur Internet et sur Facebook et qui à la fois avait des discours de haine, les Marocains tabassez-les, assez de conneries, la seule manière de détruire la vermine marocaine c'est de s'attaquer en même temps à tous ceux qui prennent position contre l'islam, pour l'islam, pardon. Ça c'était ce qu'il tenait comme discours de haine, mais en plus il harcelait certains utilisateurs de Twitter qui tweetaient certains messages de défense par rapport à l'islam, et notamment la directrice néerlandophone Dunia El-Skatesman qu'il qualifiait de rat. Donc il avait publié à côté de sa photo une photo de rat et il disait tous les rats doivent être exterminés, et il la qualifiait de traîtresse du peuple, de collabo et de putain collaboratrice suceuse de musulmans. Et donc voilà, Fidelio, qui travaillait sous un pseudonyme, a été condamné le 5 juin 2019, donc c'est tout récent, par rapport à ses propos et par rapport au harcèlement par le tribunal correctionnel d'Anvers à 10 mois de prison, dont, avec 5 ans de sursis, donc c'est quand même très, très important, et une amende de 800 €. Et il a aussi été condamné par rapport au harcèlement qu'il faisait à l'encontre de El-Skatesman. Donc, travailler sous un pseudonyme, pas l'impunité. Autre élément important, liker des tweets racistes, liker des publications racistes, islamophobes, homophobes, c'est aussi punissable. Et donc, on a eu un dossier, l'affaire de Tom VV, qui a été condamné par le tribunal correctionnel de Courtrai. Il avait plusieurs comptes Facebook sur lesquels il diffusait des idées, c'était un des membres aussi du Vlaams Belang, il diffusait des idées racistes, des idées suprémacistes blanches et des idées islamophobes. Et en plus, il likait bon nombre de publications. Et le tribunal de Courtrai, le 27 novembre 2019, a dit qu'en likant des messages racistes, c'est très important, on ne donne pas seulement aux messages une approbation, mais on augmente leur visibilité et avec les algorithmes, ils bénéficient d'une plus grande attention et donc ça fait un effet boule de neige. Donc, liker des messages racistes, c'est aussi grave et c'est punissable aussi. Et puis un autre élément très important, c'est de dire qu'une page Facebook n'est pas privée, c'est un lieu public. Et donc ça veut dire que inciter à la haine et tenir des discours de haine incitatoires sur une page Facebook, et ça c'est le tribunal correctionnel de Neuchâtel qui l'a dit, c'est aussi inciter à la haine de manière publique. Alors, il y a un élément pour nous qui est fondamental, et j'en terminerai par là, c'est qu'on ne doit pas sous-estimer la puissance des messages de haine. Les messages de haine conduisent aux actes de haine. Et donc, on a par exemple, deux exemples extrêmement importants. C'est d'une part ce qui s'est passé au festival Pukkelpop en 2019 notamment, où le festival avait interdit la présence des drapeaux extrémistes nationalistes flamands. Il y a eu suite à ça une déferlante de messages d'opposition sur Twitter et Hanouna de Wever, l'activiste pour le climat, s'est fait agresser physiquement sur le camping du Pukkelpop. Sa tente a été inondée d'urine, etc. Et par ailleurs, elle a subi un harcèlement raciste et antisémite sur Twitter où on la traitait de sale juive et on demandait mort aux juifs. Autre élément important, souvenez-vous de l'incendie de l'ancienne maison de repos qui a été réaffectée en Home à Bilzen, tout près d'Anvers, dans la banlieue anversoise, pour des personnes sans papier, pour des demandeurs d'asile. Il y a eu un incendie. Suite à cet incendie, des groupes activistes, d'extrême droite notamment, ont publié sur Internet bon nombre de messages de haine qui ont été retweetés, relikés, etc. Messages de haine qui félicitaient les auteurs de l'incendie et qui considéraient que c'était dommage qu'il n'y avait pas de demandeurs d'asile à l'intérieur. UNIA s'est constituée partie civile.
et à la fois contre les auteurs du crime qui était l'incendie du centre pour demandeurs d'asile, puisque là encore on avait un contexte de haine par rapport à une catégorie de personnes. Et donc pour nous, c'est fondamental de lutter contre la cyberhaine parce qu'elle conduit à des actes de haine. Elle amène des actes de haine, elle conduit à banaliser un discours, la violence des propos, certains symboles comme les croix gammées et autres. Et nous, on veut vraiment que la poursuite des discours de haine soit effective. C'est pour ça que UNIA, dans le mémorandum qu'il avait publié par rapport aux dernières élections, par rapport à toutes les entités, mais aussi par rapport aux entités fédérales, voulait que ce discours, ce point soit inclus dans le plan national de sécurité, de manière à ce qu'on prévienne et qu'on poursuive adéquatement les discours de haine. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Merci. Donc, merci beaucoup Nathalie pour cette intervention qui était très pertinente, exhaustive et instructive, sur laquelle, si vous me le permettez, je reviendrai d'ici 5 minutes de pause, car les conditions du direct nous devoir prendre une pause, puisque nous sommes limités à 1 heure de direct maximum. Merci et à dans 5 minutes. Bonsoir à toutes et à tous, re-bienvenue parmi nous pour ceux qui étaient là avant la pause et pour ceux qui n'étaient pas là, bienvenue à la première conférence du CCIB qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine bruxelloise d'action contre la haine et l'islamophobie et qui s'intitule « Appréhender les discours de haine, la presse et la diversité ». Juste avant la pause, nous avons eu le plaisir d'avoir Agib Al-Ajaji qui nous a défini ce qu'est l'islamophobie. Nous avons également eu Nathalie Denis de chez UNIA qui nous a parlé du discours de haine et qui a bien insisté sur la différence entre la liberté d'expression et la citation à la haine, que malheureusement aujourd'hui, à laquelle on assiste à une augmentation de la citation à la haine, principalement sur les réseaux sociaux. Et qui, de manière brève, ce qu'on retient de sa présentation, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire très attention, que Facebook est avant tout un lieu public, que liker un propos n'est pas anodin, car ça donne plus de visibilité et d'approbation à un discours de haine qui peut amener à de l'incitation à la haine. Et enfin, que se cacher derrière un pseudo ne garantit pas du tout l'impunité, que du contraire. Passons maintenant à notre dernière intervenante de ce soir, qui est Madame El Gharbi. Madame El Gharbi qui est chargée du projet genre et diversité à l'Association des journalistes professionnels, donc l'AJP, qui est active depuis plus de 10 ans dans les matières de genre et diversité en lien avec le journalisme. Donc Madame El Gharbi va plutôt nous présenter une pratique pour plus de visibilité des personnes issues de la diversité dans les médias. Donc, Merci. À toi la parole. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, avant de présenter en fait un outil, donc je suis ici et merci pour cette invitation, pour présenter un outil qui s'appelle Expertalia. C'est une base de données d'expertes et d'experts issus de la diversité à destination des journalistes. Mais avant de présenter l'outil plus longuement, je vais passer par une petite présentation de l'AJP. En fait, qu'est-ce que l'Association des journalistes professionnels et des différents projets qu'elle entame ou qu'elle a déjà entamés en termes d'égalité et de diversité. Donc l'AJP, c'est une union professionnelle reconnue. Donc une union professionnelle, c'est une association destinée à l'étude, à la protection et le développement des intérêts professionnels de ses membres. Elle est chapeautée par l'AGJPB, donc l'Association générale des journalistes professionnels de Belgique, avec son versant flamand, donc la VVJ. Elle est active notamment, pour vous donner quelques exemples assez pratiques, elle est active dans la reconnaissance des journalistes professionnels, la négociation des conventions collectives de travail ou, un autre exemple, la fixation, par exemple, des barèmes pour les journalistes indépendants et indépendantes. Actuellement, l'AJP compte plus de 3400 membres affiliés. Donc, parmi nos membres, on a des journalistes professionnels. Donc, ce sont des journalistes qui ont plus de 2 ans d'expérience dans le milieu. On a des journalistes stagiaires, donc ils ont plus de 3 mois d'expérience.
mais également des collaborateurs, collaboratrices de presse, des membres honoraires et des étudiants et étudiantes en journalisme. Donc la mission principale de l'AJP, c'est la défense des intérêts de ses membres, donc les journalistes, et de la profession journalistique. Donc encore, avant de passer à l'explication de l'outil Expertalia, brièvement les différents projets que l'AJP a menés en termes d'égalité et de diversité. Donc en 2011, l'AJP, dans le cadre d'une convention avec la direction de l'égalité des chances en Fédération Wallonie-Bruxelles, elle a réalisé plusieurs gros projets, notamment le GMMP, donc le Global Media Monitoring Project en 2010. C'est la plus grande étude internationale sur le genre dans les médias. Elle a également réalisé son premier baromètre en presse quotidienne. Donc en fait, on analyse les quotidiens sur 5 axes, l'origine, le genre, l'âge, la catégorie socio-professionnelle et le handicap. Elle a également publié l'étude « La diversité au sein de la profession journalistique » ou la profession de journaliste en 2013. Et en fait, on se rend compte, donc la conclusion de l'étude, c'est que le journaliste type, eh bien, c'est un homme de 45 ans, belge, dont la langue est francophone, donc la langue maternelle est le français et dont les parents sont belges. En 2013, l'AJP signe une convention pluriannuelle avec la direction de l'égalité des chances également, et elle réalise 4 gros projets, une seconde édition du GMMP, un autre baromètre en presse quotidienne, et alors enfin Expertalia, l'outil dont je vais vous parler un peu plus longuement. En 2018, l'AJP demande la réalisation de 2 grosses études. La première, c'est « Être femme et journaliste en Belgique francophone », réalisée par Florence Lecam, Manon Libert et Lise Ménalc, mais également l'étude « La représentation des violences sexistes et intrafamiliales dans la presse écrite belge francophone », réalisée par Sarah Sépulcre et Manon Thomas. Alors, cette étude a donné lieu à un flyer de recommandations sur le traitement médiatique des violences faites aux femmes. Ce flyer de recommandation a été relu dernièrement par Anne-Marie Imp, journaliste, et elle a été présentée le 6 mars dernier au cabinet de la ministre Linard, donc qui est entre autres la ministre des médias et des droits des femmes. Alors tout récemment, notre convention triannuelle avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans le cadre de laquelle il y a 4 projets déjà entamés et ou en cours de réalisation. Alors, il y a Expertalia. Donc, pour le moment, nous travaillons au maintien de cette base de données, à la promotion et à l'évolution. Je vais vous expliquer pourquoi c'est un outil très, très important, notamment en termes d'égalité et de diversité. En 2019, on a réalisé et présenté un dernier baromètre en presse écrite. Et alors, en cours de réalisation actuellement, une campagne donc c'est une campagne de sensibilisation sur le sexisme dont sont victimes les femmes journalistes dans les rédactions. Et enfin, on travaille également à la mise en place d'une plateforme pour les étudiants et étudiantes en journalisme. Donc c'est une plateforme justement qui vise à sensibiliser les étudiants et étudiantes en journalisme aux questions d'égalité et de diversité. Donc, Expertalia, c'est un outil, donc c'est une plateforme qui est une base de données. Elle est à destination des journalistes. Et elle est entièrement gratuite, donc on invite les personnes qui ont un domaine d'expertise à s'y inscrire, mais plus particulièrement les femmes, donc les expertes, mais également les expertes et experts issus de la diversité d'origine. En fait, pourquoi Expertalia a été créée? Donc, elle a été mise en place en 2016. Pourquoi? Pour répondre à un gros manque, en fait. C'est que encore actuellement, et le dernier baromètre de l'AJP le montre malheureusement, il y a un grand déficit et une carence en termes de présence des femmes, notamment expertes, mais également des personnes perçues comme issues de la diversité dans nos médias belges francophones. Et donc en fait, on a choisi l'expertise comme axe. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que le portrait robot d'une personne intervenant dans les médias comme experte, c'est celui d'un homme blanc âgé de 45 ans. Pourtant, ce ne sont pas les expertes femmes, les expertes issues de la diversité, les experts également. Donc, ce ne sont pas les profils d'expertise issus de la diversité et également les femmes qui manquent. Donc, en fait, on a voulu créer Expertalia pour justement répondre à cette objection. Oui, mais il n'y a pas assez de femmes expertes. Oui, il n'y a pas assez d'experts ou expertes issus de la diversité.
Donc l'idée, c'est en fait de recenser et présenter les femmes expertes et les experts issus de la diversité d'origine. Pour la petite anecdote, le terme expertalia, donc expert et alia, alia qui vient du grec alos, qui veut dire autre, qui n'est pas semblable, ou du latin également alius, mais également du prénom arabe alia, qui signifie illustre. Alors la plateforme Expertalia tire son inspiration notamment d'autres plateformes, d'autres bases de données, la flamande Experten Databank ou au Luxembourg Expertisa. Et alors une très connue, mais là c'est plutôt dans l'axe du genre, c'est Expert Women de la BBC. Donc comme je vous l'ai dit, Expertalia a été mise en place en 2016 sous la coordination de Halima El Haddadi, que je salue, dont je salue le travail remarquable, et sous la supervision de Martine Simoni, secrétaire générale de l'AJP. Donc elle a été lancée, donc le lancement public a eu lieu en octobre 2016. Alors en 2017, on recensait 350 expertes et experts issus de la diversité, avec un ratio de 90% de femmes et 10% d'hommes, et 228 journalistes inscrits. Actuellement, on compte près de 580 experts et expertes issus de la diversité et plus de 500 journalistes. Alors, on a différents profils, le profil académique, professionnel et associatif, avec plusieurs spécialisations. Ça va de la culture, au droit, à l'économie, à la géopolitique, les médias, la religion et croyances, sciences humaines, sociales, société, soins et santé. Alors ces 15 catégories ont elles-mêmes des subdivisions et plusieurs sous-domaines. Donc en fait, c'est assez facile de... Donc si vous êtes un expert ou une experte, c'est assez facile pour s'inscrire. Vous pouvez également choisir vos domaines d'expertise. Donc la plateforme fonctionne de manière assez simple. Donc il y a un moteur de recherche qui est assez intuitif. Donc il fonctionne soit par mots-clés, soit par domaine prédéfini ou région. Donc par exemple, si je suis un journaliste ou une journaliste et je recherche dans le cadre d'un article, si je rédige un article sur l'impact du confinement sur les modes de travail en région bruxelloise, je vais juste taper, donc je vais aller dans le moteur de recherche et je vais taper management, par exemple, région bruxelloise, et je vais avoir toute une série de profils d'expertise dans ces domaines-là. Donc ce qu'on retrouve sur une fiche d'expert, c'est donc les différentes données d'identification, donc une photo, les domaines d'expertise, la petite biographie. On peut joindre également un CV, des publications, les différents liens vers les réseaux sociaux, vidéos. Alors je tiens à préciser que les personnes qui ont accès à cette base de données, donc ce sont des journalistes qui ont au préalable émis une demande d'inscription que nous analysons et nous validons après. Ça peut être des journalistes agréés, professionnels, stagiaires, collaborateurs de presse ou autres. Donc on respecte bien les termes de la vie privée. Donc ça c'est un exemple de fiche. Donc si vous allez sur expertalia.be, vous pouvez tomber sur des fiches. Donc il y a la photo, directement le domaine d'expertise et la région. Bon, alors je vous ai dit, on est à près de 580 experts et expertes inscrits dans la base de données et plus de 500 journalistes. Mais c'est pas assez. On veut aller plus loin, d'autant que dernièrement j'étais en train de faire la promotion justement de l'outil Expertalia sur LinkedIn. Et j'ai été vraiment agréablement surprise de voir autant de profils d'expertise issus de la diversité. C'est vraiment remarquable et donc ce serait bien qu'un outil comme Expertalia puisse justement mettre en valeur et valoriser donc les différents profils d'expertise issus de la diversité ou de femmes expertes. Donc l'objectif c'est on espère atteindre les 1000 experts et expertes. On continue d'agrémenter le site web par des actus, des agendas. On fait des posts où on met en lumière des portraits d'experts et d'expertes de domaines bien spécifiques. Alors, conjointement à cette plateforme, on réalise à raison de 3 fois par an des sessions de média coaching gratuites destinées aux experts et expertes qui sont inscrits et inscrites sur la plateforme. Donc, généralement, on lance un appel d'inscription par newsletter et on sélectionne les 10 premières personnes à s'être inscrites. On s'est rendu compte que le média coaching, c'était essentiel. Pourquoi ? Parce que on se rend compte que les personnes issues de la diversité ou les femmes ne se sentaient pas forcément légitimes de se présenter comme experts ou expertes. Donc c'était déjà un premier souci.
Et l'une aussi des raisons qui constitue un frein aux personnes issues de la diversité et aux femmes à se présenter à l'écran ou en antenne, à répondre à des interviews en tant qu'experts et expertes, c'était cette réticence et cette timidité parce qu'elles ne sont pas formées à passer devant la caméra ou en radio. Donc les médias coaching, c'est super important justement pour aider ces personnes à affronter cette peur et ce sentiment d'illégitimité. J'ai récemment fait une évaluation de l'utilisation de l'outil à destination des journalistes. Et les journalistes m'ont souvent dit, en fait, ces personnes refusent également de passer en interview parce qu'elles ne se sentent pas forcément légitimes de passer à l'écran. Donc, ce serait vraiment bien, justement. Moi, je vous encourage, si vous êtes un expert ou une experte, à vous inscrire sur Expertalia, donc www.expertalia.be. C'est un outil très, très, très important. Donc, par rapport au média coaching, ces sessions, à l'issue desquelles on réalise des capsules vidéo. Ces capsules vidéo, les experts et expertes peuvent les utiliser pour leur propre promotion. On les ajoute également dans leur fiche Expertalia, on les relaie dans les réseaux sociaux, dans notre chaîne YouTube également. Donc voilà, un seul petit mot, dernier mot. Si vous êtes un expert ou une experte, je vous invite également aux journalistes à s'inscrire sur la plateforme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amel, pour cette intervention. Je dois avouer que j'avais entendu parler de cette base de données, mais que je ne connaissais pas du tout ce qu'il y avait derrière. Et donc, je suis très contente de savoir qu'aujourd'hui, il y a une base de données gratuite, qui plus est, qui peut répondre aux manquements qu'on nous rapporte souvent de femmes dans les médias et de personnes issues de la diversité. Et pour des personnes, des expertes qui ont un frein en tout cas, ou qui n'osent pas, ou qui n'ont pas assez confiance en elles pour prendre la parole devant les médias, je suis ravie d'entendre qu'au-delà de proposer cette base de données, Expertalia propose également des médias coaching pour ces expertes. Donc, je ne peux qu'inviter tout un chacun à aller s'inscrire là-dessus, sur cette plateforme que je rappelle, www.expertalia.be. Donc, voilà. Nous allons, après avoir remercié à nouveau nos 3 intervenants pour leur brillante intervention de ce soir, passer aux questions-réponses du public, mais en présentiel, mais également, s'il y a des questions en live, n'hésitez pas à m'en faire part et de préciser à qui est-ce que votre question est destinée. La plus difficile, c'est la première. Hein. Mais après, ça va. Moi, j'aurais une question concernant sur les propos de Georges-Louis Boucher, donc, justement, qui parlait de neutralité par rapport à l'action qui avait été menée par le collectif des sans-diplômés. Donc, ça se passait à Meulbé, donc lors du conseil communal de Meulbé du 31 août. Voilà, donc nous, voilà, il y avait une fille qui a été effectivement discriminée par rapport à son foulard il y a quelques années. Enfin, c'est assez récent, mais voilà. Et donc, il y a eu un discours de Georges-Louis Boucher qui parlait de la neutralité de l'agent public. Voilà, donc il définissait donc une neutralité, comme on dit, exclusive. Il ne mettait pas l'accent en fait sur le service rendu, donc il fait fi de ce critère-là. Et voilà, donc donc il se distingue par rapport aux autres partis, comme quoi le MR s'oppose au voile dans les administrations. Sachant que le MR est un mouvement, enfin est un parti quand même libéral. Quid des libertés individuelles. Donc voilà, donc il est en train de prôner des libertés individuelles à géométrie variable. Voilà, donc que répondre à ce genre de déclaration politique comme ça, sachant que c'est quand même une liberté d'expression, sachant également que ce personnage a une certaine aura, sachant que ce personnage également
malheureusement, en plus, est issue d'une jeune génération. Donc, voilà. Donc, moi, j'avais toujours su que l'ancienne génération, comme elle n'a pas côtoyé beaucoup les musulmans, donc, on va dire, je les excusais quelque part en leur disant, bon, bah, c'est normal, vous avez pas vécu avec des musulmans. Donc, c'est normal que vous ayez cette peur un petit peu irrationnelle. Mais lui, très jeune, 35 ans, c'est une génération très jeune, il a été à l'université, il a côtoyé aussi certainement des musulmans, donc je ne comprends pas son discours aujourd'hui. Voilà. Et si je puis me permettre, à qui est adressée votre question? Je dirais que cette question relève quand même du juridique, donc peut-être à Nathalie Nice éventuellement. D'accord. Avant de passer peut-être le micro, peut-être collecter les questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'Assemblée, dans le public ou en live? Je ne vois pas ce qui se passe en live, mais on peut me le dire. Moi, j'ai peut-être une question. Tout à l'heure, on parlait du fait que ce qu'on publie sur les réseaux, ça pouvait être retenu contre nous. Qu'est-ce qui se passe si la personne qui a publié un statut efface le statut? Est-ce qu'elle reste est-ce qu'on peut toujours la poursuivre et quitte des réseaux comme Snapchat où voilà, c'est fait pour être très éphémère et donc ça ne dure que 24 heures. Donc là, c'est parfois très compliqué de poursuivre les gens. Donc je voulais juste savoir qu'est-ce qui était prévu à ce niveau-là. Donc, je suppose que c'est pour Nathalie aussi. D'accord. Peut-être une autre question? Nathalie, je veux peut-être t'inviter à venir répondre à ces deux questions. Donc la première qui concerne la prise de parole publique de Georges-Louis Boucher par rapport à une action menée par le collectif des sans-diplômés, et la seconde sur quid de l'action que peut mener Ounia lorsque le discours de haine a été effacé, donc n'est plus public. Peut-être pour commencer par la question de la neutralité, donc la question de l'expression de Georges-Louis Boucher. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a la question de qui parle, donc en général, et ce qui est dit. Alors ici, on est face à un homme politique qui est aussi président de parti et qui, dans le cadre de son action politique, doit avoir une liberté assez large pour pouvoir s'exprimer et exprimer son programme politique de manière plus spécifique. Maintenant, par rapport à la question de la neutralité de manière générale, ce qui se passe, c'est qu'il parle de la neutralité de la fonction publique et on est face à une question qui n'est pas solutionnée. Donc, c'est-à-dire que certainement la Constitution belge va parler de la liberté de culte. Certainement, les statuts des administrations vont parler de neutralité et c'est des arrêtés royaux ou des arrêtés de gouvernement qui ont en tout cas une force légale. La question est qu'on parle de neutralité, mais on ne définit pas cette neutralité. On ne dit pas s'il s'agit d'une neutralité qui est inclusive ou exclusive. C'est-à-dire qu'on ne dit pas si cette neutralité, c'est une neutralité d'apparence ou une neutralité de comportement. Et donc c'est vrai qu'à Unia, nous, on prône pour une société qui est une société inclusive, on prône pour une société dans laquelle la diversité est reconnue, est acceptée, est incluse. Il faut voir qu'au niveau des services publics, de manière générale, eh bien, chaque service public aujourd'hui est libre de décider. Chaque gouvernement d'entité d'entité fédérée ou de l'État fédéral qui va chapeauter les services publics est libre de décider que le service public est neutre exclusivement ou pas. Et donc même au niveau communal, et c'est comme ça qu'on a des différences de traitement. On a par exemple la ville de Gand qui, elle, a opté pour une neutralité inclusive en permettant tous les signes convictionnels, quels qu'ils soient, pour tous les travailleurs. Et à côté de ça, la ville d'Anvers qui opte explicitement pour une neutralité de type exclusif. Et donc, il n'y a pas aujourd'hui de prise de position sur le contenu de la neutralité. Et c'est une recommandation d'UNIA. Il y a eu de la jurisprudence qui a été rendue par rapport à la neutralité au niveau du travail dans le cadre des entreprises privées. Une jurisprudence qui dit qu'effectivement, dans le cadre des relations à la clientèle, on peut considérer qu'une entreprise qui, dans son règlement de travail, aurait reconnu un principe de neutralité
peut justifier le fait qu'en front office, on refuse les signes convictionnels, c'est l'entreprise privée. Alors c'est vrai que ça a tendance à déteindre sur l'entreprise publique, mais aujourd'hui, d'abord il faut pouvoir définir ce qu'est une entreprise publique, parce que est-ce qu'aujourd'hui la Poste, Bipost, c'est encore une entreprise publique ou pas, hein? Et puis il y a aussi le fait de dire, voilà, ce serait intéressant, et UNIA l'a recommandé à plusieurs reprises. D'ailleurs, je vous invite à cet égard à consulter la page internet d'UNIA, www.unia.be, et notamment un nouveau site signe convictionnel qui a été mis online et qui répond à toute une série de questions par rapport notamment à la question de la neutralité aussi. Et donc c'est vrai que nous recommandons que les autorités publiques définissent le concept de neutralité. Et c'est vrai que pour nous, la neutralité, on prône une société inclusive, donc on estime qu'une forme de neutralité peut être inclusive. La neutralité, ce n'est pas nécessairement l'exclusion des signes. Mais voilà, donc le fait de penser ou de dire que la neutralité, c'est aussi l'exclusion des signes, c'est aussi une forme de liberté d'expression, et les propos de Georges-Louis Boucher ne sont certainement pas condamnables en tant que tels. Donc voilà. Alors la deuxième question, donc c'était les propos qui disparaissent. Voilà, c'est effectivement un problème. Que se passe-t-il à partir du moment où les propos ont été effacés? Ça veut dire qu'on peut très bien travailler avec des captures d'écran, et ça veut dire qu'invoquer des captures d'écran et les envoyer à ce moment-là directement comme mode de preuve dans le cadre d'une plainte qui serait déposée à la police et puis au parquet, qui serait transmise au parquet. Le problème, c'est quand il n'y a pas de capture d'écran. Donc on a eu le cas récemment avec certains groupes dans lesquels des échanges ont été faits, et puis tout a été effacé. Et au moment où UNIA est saisie de la situation, ce sont des témoins qui ont lu, qui ont vu, mais il n'y a plus de preuves. Et donc on est face à la question de la preuve en fait. On ne va pas condamner quelqu'un sans preuve, et donc j'aurais tendance à dire que s'il n'y a pas eu de capture d'écran, malheureusement on est dans une situation où on ne peut pas faire grand-chose par rapport à cette situation-là, ou à ce qui a été publié. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce que d'autres se sentent plus en confiance pour poser des questions ou pas? Sinon, Ah, il y en a encore une. Ok, ouais. Je prends. Moi... préciser d'abord à qui est destinée cette question? Je ne sais pas, à la personne qui pourra répondre. D'accord. En fait, quand on voit l'actualité en France et les personnes qui relaient cette actualité ici, on a l'impression que les personnes qui pratiquent un culte, à partir du moment où elles pratiquent ce culte, elles doivent s'exclure de la société. Et si elles veulent faire partie intégrante de la société, elles doivent s'exclure de leur religion. Et je trouve qu'il y a un réel paradoxe là-dedans que je voudrais que quelqu'un clarifie. Et quel est quel est l'intérêt d'avoir une liberté de culte si on doit s'exclure de la société pour pratiquer cette liberté de culte? Ok. Je vais te proposer à Agib de répondre à cette question. Voilà, merci pour la question. Donc effectivement, on voit bien que le débat en Belgique francophone est souvent influencé par la réalité du débat politique en France, qui malheureusement n'aide pas par notamment la confusion des termes. On sait que, notamment sur la question de la neutralité, comme l'a dit Nathalie, il y a des divergences d'interprétation entre les deux pays. Pour revenir sur l'élément de la pratique d'une religion, il faut savoir d'abord que les libertés fondamentales sont fondées, en tout cas, sur la liberté de conscience, la liberté de croire, de ne pas croire ou de changer de croyance, la liberté de religion, la liberté de culte. Et donc ces libertés sont véritablement des libertés fondamentales. Elles sont inscrites à la fois dans des traités internationaux, mais aussi dans la Constitution belge. Et donc elles relèvent vraiment du fondement de notre État de droit, à savoir garantir les libertés publiques. Il est vrai que sur la pratique visible de la religion, il y a souvent ce discours qui consiste à dire vous avez le droit de pratiquer, mais ça doit relever de la sphère privée. Et là, très clairement, au niveau des termes, on voit qu'il y a une confusion des genres. Parce que sphère privée ne veut pas dire uniquement dans son salon, dans sa cuisine. Je veux dire, la confusion qu'il y a ici,
c'est que privé n'a jamais voulu dire caché à la maison ou dans sa chambre. Privé, ça veut dire que ça relève véritablement d'une conviction personnelle, d'un choix. Et notre état de droit permet justement d'adopter un mode de comportement aujourd'hui et si on le souhaite, de pouvoir changer. Donc c'est à la fois permettre à une personne de pouvoir vivre selon ses convictions et même de traduire la croyance dans ses convictions en un mode vestimentaire si elle le souhaite. Et ce respect, il doit aller dans les deux sens. C'est-à-dire tout comme on ne peut pas forcer dans un sens, on ne peut pas forcer dans l'autre sens aussi. Mais donc ce qu'il est important de retenir ici, c'est que le fait de renvoyer la conviction intime dans une philosophie ou une religion à ce qui est sa sphère privée, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas s'exprimer dans l'espace public. Aujourd'hui, dans l'espace public en Belgique, nous avons des lieux de culte. Donc il y a une visibilité de la présence de différentes convictions dans l'espace public. Aujourd'hui, nous avons des écoles, des syndicats qui ont une origine entre guillemets convictionnelle, le syndicat chrétien, des écoles catholiques. Nous avons aussi dans notre calendrier des moments qui sont reliés justement à des fêtes religieuses. Nous avons dans le service public des émissions concédées, notamment à des convictions, à des syndicats, à des partis politiques, ce qui montre bien justement que cette diversité, c'est une diversité qui montre un pluralisme. Et ce n'est pas une diversité qui va refuser l'expression de ce pluralisme dans l'espace public. Et donc ceux qui veulent renvoyer la religion dans la sphère privée en disant en gros qu'elle ne peut pas être visible, eh bien ils ne respectent pas le pacte social, l'état de droit qui est vraiment le fondement de notre État. Et même si c'est leur liberté personnelle et leur liberté d'expression de pouvoir donner un avis, en tout cas dès l'instant où ils le refuseraient à d'autres, ils seraient alors dans un acte qui pourrait être considéré comme discriminatoire. Ce qu'il est important aujourd'hui, c'est de comprendre aussi l'évolution de notre société, une société en Europe qui a évolué et qui a trouvé une voie d'émancipation en sortant justement d'un lien très fort avec le religieux. Et ce n'est pas juste le religieux en tant que tel, c'est véritablement l'institution cléricale qui représentait justement une puissance publique qui, d'une certaine façon, réglementait les comportements sociaux. Aujourd'hui, notre liberté en Belgique, c'est justement de pouvoir garantir la pluralité des modes de vie pour tout un chacun, que ces modes de vie soient liés à une conviction religieuse ou pas. Ça relève vraiment de la liberté personnelle. Et même s'il y a eu cet héritage, entre guillemets, anticlérical qui vraiment a marqué les mentalités, nous devons en tout cas, à travers le dialogue et à travers un principe de cohérence, respecter les libertés individuelles. C'est vraiment fondamental. Et donc, on le demande sur, par exemple, les caricatures qui peuvent heurter certaines populations, et ça relève dans notre État démocratique de liberté, eh bien, si certains modes vestimentaires peuvent aussi heurter une partie de la population, de la même façon et en suivant la même logique, elles relèvent de l'expression de liberté fondamentale et en ce sens, elles doivent pouvoir être garanties. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Alors j'entends qu'il y a encore une question dans le public. Je vais peut-être prendre encore 2 questions maximum et on arrivera à la conclusion si vous le permettez. Et juste sur Internet, il y a quelqu'un qui demande s'il est possible de rappeler les actions de cette semaine dans le cadre de la semaine Sbaï. Ok, on demandera à Mustapha de clôturer par les actions de cette semaine. Merci. Alors, donc ma deuxième question, dimanche dernier, donc l'émission de Christophe de Borsu, donc ce n'est pas toujours dimanche. Ils sont revenus justement sur l'action qui a été menée par le collectif des sans-diplômés pour le foulard dans l'administration. J'ai constaté en fait qu'il n'y a pas justement de femmes voilées ou portant le foulard comme vous voulez sur le plateau. Alors on a invité Karine Lalieu. Elle est connue pour être très hostile au port du foulard. Et donc, voilà. Donc, quid des femmes voilées quand on parle en leur absence. Donc, voilà. Et ma question est la suivante, c'est comment les gens peuvent interpeller ce genre de médias
pour pouvoir les forcer à inviter finalement les premières concernées. Y a-t-il encore une dernière question? Non. À qui est destinée ta question? Je suppose que... Peut-être, oui. À un mail de l'AJP. Ça relève aussi du genre, la question du genre, effectivement, de la représentation des femmes dans les médias. Amel, je vous cède la parole. Très bonne question. Justement, j'ai envie de dire, c'est pour ça qu'il faut utiliser Expertalia, notamment pour interviewer les premières personnes concernées dans les débats. Et donc c'est vrai que l'outil Expertalia, il est à destination des journalistes. Et c'est important que les personnes concernées puissent aussi être inscrites sur cette plateforme pour que les journalistes puissent aussi puiser dans cette base de données. Donc, est-ce qu'il faut interpeller? Oui, il faut interpeller les médias en fait directement. Donc, l'AJP, c'est une union professionnelle, mais donc nous ne sommes pas un média. Et alors, par rapport aux questions de déontologie, tous ces problèmes liés à ce niveau-là, il faut plutôt contacter le CDJ. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous inviter, donc, premièrement, à vous inscrire sur Expertalia. Parce que le but également de ce genre de plateforme, c'est de pouvoir favoriser justement l'invitation des premières personnes concernées à des panels de discussion, notamment la question du port du foulard. C'est vrai que c'est important que les premières personnes concernées puissent prendre la parole et s'exprimer sur cette thématique qui les concerne justement de près. Donc c'est très important. N'hésitez pas à interpeller également les médias. Donc le site de l'AJP, si vous allez sur le site ajp.be, il y a tout un volet médias, donc qui reprend les différents médias en Belgique, que ce soit donc, en Belgique francophone évidemment. Donc n'hésitez pas, il y a les coordonnées donc, pour les interpeller. Donc voilà, utilisez Expertalia. Donc merci beaucoup Amel pour la réponse à cette dernière question. Avant de céder la parole à Mustapha pour rappeler les actions de la semaine comme cela a été demandé sur le live, je vais me lancer dans le défi de résumer brièvement cette soirée de conférence à laquelle nous avons eu la chance d'avoir vraiment 3 panélistes de qualité. Alors si je dois résumer cela en quelques mots, je dirais que l'islamophobie est une forme contemporaine de manifestation du racisme qui se manifeste également via les discours de haine. Les discours de haine dont on ne doit pas sous-estimer la puissance, car ils sont souvent le starting point d'autres dérives, d'actes et de délits de haine qu'il ne faut surtout pas hésiter à rapporter. Pour les rapporter, ne pas hésiter à aller sur la page d'UNIA, www.unia.be, ou du CCIB lorsqu'il s'agit de discours de haine islamophobe, sos@islamophobia.be. Alors aujourd'hui, on vit dans un monde où la communication prend de plus en plus d'importance. Le rôle des médias est vraiment fondamental dans la propagation et ou la déconstruction des préjugés envers les musulmans. Il est important de ne pas aborder l'islam comme quelque chose vraiment d'abstrait ou de mettre en avant une seule communauté qui agirait de la même façon, car rappelons-le, il n'existe pas une seule communauté musulmane, mais des communautés musulmanes, et que les personnes musulmanes, comme elles sont multiples, ce n'est qu'à travers leur parcours de vie personnelle qu'on arrivera à les réhumaniser. Donc vraiment insister sur le fait qu'on doit leur céder la parole. Et pour cela, merci à Amel pour son intervention qui a insisté sur le fait qu'il est important d'avoir de plus en plus de diversité dans notre paysage médiatique belge francophone et avoir plus de présence de personnes concernées par le sujet de la diversité dans les panels. Donc, ne pas hésiter à s'inscrire sur la plateforme Expertalia, ainsi dépasser le syndrome que pourraient ressentir certaines personnes de l'imposteur. Non, vous êtes aussi des experts,
de votre réalité. Vous avez votre place sur les plateaux TV aussi. Donc, si vous voulez ne pas être au menu, mais être autour de la table, inscrivez-vous sur expertalia.be. Je cède la parole donc à Mustapha pour rappeler les prochaines actions de la semaine. Merci Leïla et merci aux personnes qui nous ont suivis aussi bien à distance que dans la salle. Alors, la semaine bruxelloise d'action contre la haine et l'islamophobie s'inscrit dans une large campagne qui s'appelle Islamophobie à 21 et qui se passe à peu près dans tous les pays d'Europe pendant le mois de septembre et principalement en Belgique. Nous avons quelques actions qui sont dans cette semaine bruxelloise d'action contre la haine et l'islamophobie, à savoir des conférences-débats. La prochaine se passera lundi à l'Union progressiste des Juifs de Belgique avec des académiciens et des chercheurs. Mardi prochain, le 22, ça se passera à Play for Peace House avec des journalistes professionnels mainstream. Et jeudi, nous allons encore faire une conférence débat, mais alors à ce moment-là avec des journalistes des médias alternatifs. Donc ça, c'est pour la partie, disons, pédagogique de comment comprendre toute la problématique des médias et de la presse en Belgique et surtout leur participation dans la lutte contre la haine et l'islamophobie, même si parfois ça dérape dans certains articles. Et pour lutter contre l'islamophobie, surtout soutenir des étudiantes qui ont décidé d'aller en procès contre la Haute École Francisco Ferrer, eh bien, nous avons besoin de fonds financiers. Le CCIB a besoin de fonds pour soutenir ces étudiantes au travers du fonds Open School for Women. Donc nous allons faire appel à votre générosité au travers d'un gala de soutien qui va se passer le vendredi 25. C'est déjà sold out. Et Dieu merci, c'est sold out et la générosité de nos sympathisants n'a jamais fait défaut. Mais pour aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, il nous faut 60, 70, 80, 90, 100 000 euros. Donc c'est quelque chose qu'il faut aller chercher. Pendant plusieurs années, ce combat va encore certainement durer. Et au-delà de la campagne de la semaine bruxelloise, mais toujours au mois de septembre, nous allons faire deux grandes soirées de crowdfunding. L'une en Wallonie, qui sera réalisée par une plateforme qui s'appelle les Sœurs de la province de Liège, qui nous avait déjà aidé lorsque des étudiantes sont parties en procès contre la HEPL et contre la HEL. Elles remettent ça parce que leur générosité était importante et surtout la solidarité d'autres étudiantes. Et pour avoir la somme nécessaire, nous ferons aussi une soirée de crowdfunding après le 25 septembre. Voilà pour ce qui concerne les actions de cette semaine. Et je vous remercie d'avoir été ces 2 heures avec nous. Et je vous donne rendez-vous lundi 21 à 18h30. Merci.